Bonjour mesdames et messieurs, mesdames les présidentes, c'est tellement impressionnant cette salle que je vous ai perdu de vue. Pardon d'abord parce que je crois que je vous ai fait un peu attendre et donc je commence par vous présenter mes excuses. Mais je voulais commencer par vous dire pourquoi j'étais content d'être avec vous et heureux d'honorer cette invitation qui m'a été faite par le Club 21e siècle. Et pour moi, ce rendez-vous qui nous réunit aujourd'hui était un incontournable dans des moments un peu agités de notre démocratie, mais je tenais à être là avec vous aujourd'hui. Pourquoi? D'abord parce que je connais et j'apprécie le Club 21e siècle depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous franchissez une nouvelle étape, c'est-à-dire que vous avez gardé le meilleur, que j'ai eu l'occasion d'éprouver moi-même en participant il y a quelques années maintenant à vos fameux dîners, à des moments d'échange, dont on ressort toujours plus riche qu'on est rentré. Et vous avez gardé à en voir la façon dont vous avez conçu la journée, le format itératif, interactif, autour d'échanges et de travail collaboratif. Et ça, je crois que c'est très très important. Et puis, vous avez une approche des enjeux de diversité qui nous réunissent aujourd'hui, qui me semble être la bonne, c'est-à-dire qui ne considère pas qu'il y a pour répondre à cet enjeu-là une mesure magique, une solution magique, mais que le sujet doit être appréhendé de façon extrêmement plurielle. Et là aussi, quand je regarde le programme de travail qui vous a réunis toute la journée, je retrouve cette diversité, cette pluralité dans l'approche et dans les solutions que vous mettez en œuvre. Et vous avez aujourd'hui invité naturellement Isabelle Rome, mon collègue Pape Ndiaye, qui ont contribué à la journée. Vous avez invité aussi le ministre de la fonction publique. Et au fond, on pourrait se demander pourquoi le ministre de la fonction publique est là. Parce que si on regarde... Non, je vois que vous ne vous demandez pas pourquoi le ministre de la fonction publique est là. Et je m'en suis rassuré. Mais si on regarde formellement ce qu'est la fonction publique, ses concours, son statut, ses échelons, ses grades, le caractère extrêmement formel et codifié du recrutement, des évolutions de carrière statutaire, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun sujet de diversité, d'égal accès au poste dans la fonction publique, voire de discrimination. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Et quand on regarde en face la réalité des choses, on se rend compte que les discriminations existent aussi dans la fonction publique. Elles sont peut-être plus insidieuses, je l'espère moins directes, moins volontaires sur la diversité d'accès au poste, mais les leviers qui créent l'inégale diversité d'accès ou d'égalité des chances à l'accès, ils jouent aussi, ils s'appliquent aussi dans la fonction publique. Et j'étaye mon propos de façon très concrète, puisque c'est des sujets qu'on regarde. On a commandé une étude au professeur Lorty, que vous connaissez certainement bien ici, l'université Eiffel, qui a travaillé sur ces questions-là et qui a montré que les effets de discrimination existaient aussi dans la fonction publique. J'en prends un exemple. Il a suivi une cohorte d'aides-soignantes qui était suivie par une étude. Et on se rend compte que pour les aides-soignantes qui étaient suivies par l'étude, dans 57% des cas, une candidate qui portait un prénom et un nom à consonance, je mets des guillemets, française, avait reçu une réponse positive, alors que c'était 43% pour la candidate qui portait un nom et un prénom à consonance maghrébine. Voilà, juste pour poser simplement les sujets. Et donc les différences de traitement, elles peuvent aussi exister. Et je veux que cela cesse. Pourquoi? Pour un enjeu évidemment sociétal, d'égalité des chances. Mais au fond, ce que je voudrais mettre en avant devant vous aujourd'hui, c'est l'enjeu d'efficacité de la fonction publique. Tout simplement, si on est ambitieux pour notre fonction publique, si on veut qu'elle serve efficacement les citoyens qu'elle a en face d'elle, alors elle doit ressembler à la population, elle doit se donner, surtout en ce moment, aucune mauvaise barrière pour aller chercher les talents, les compétences, là où elles sont, et ouvrir et diversifier. Et ça doit être vrai, j'ai envie de dire, à tous les étages de la fonction publique. Ça doit être vrai des femmes et des hommes qui sont derrière les guichets, ça doit être vrai de la haute fonction publique, ça doit être vrai dans les 3 versants de la fonction publique, ça doit être vrai pour l'ensemble des métiers. Je dis ça pour une raison d'efficacité. Si on veut pouvoir répondre aux enjeux d'accès aux services publics pour servir
et notamment dans les quartiers où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire là où les gens sont parfois le plus éloignés des services publics. On a besoin que les femmes et les hommes derrière les guichets ressemblent à la population qu'elles servent. Mais si on a besoin aussi de concevoir les politiques publiques, de penser différemment les politiques publiques et de penser en intégrant la question de la diversité en amont, on a besoin que la haute fonction publique soit aujourd'hui plus ouverte et que l'accès aux plus hauts postes dans la fonction publique soit exempt pour le coup de discrimination et des mauvaises barrières qui peuvent se trouver sur le chemin des progressions professionnelles. Et donc c'est pour ça que nous devons agir, et c'est là-dessus que je voudrais concentrer mon propos. D'abord, pour agir contre ce qui doit être intolérable et ce qu'on doit être capable d'éradiquer totalement, intransigeance totale pour les faits de discrimination qui soient liés à l'appartenance religieuse, sociale, d'origine ou l'orientation sexuelle. 3 niveaux d'action. Le minimum, c'est de respecter la loi. Pardon de commencer par là, mais nous avons voté en 2019 une loi de transformation dans la fonction publique. Elle impose à chaque administration d'avoir mis en place une cellule de recueil des signalements. Je le dis avec beaucoup de lucidité, ça n'est pas encore déployé dans toutes les administrations. Et je vous le dis avec une lucidité renforcée, je n'ai même pas encore aujourd'hui la photographie exacte du déploiement de nos cellules. Donc j'en ai fait un point qui est absolument prioritaire. J'ai demandé à l'administration de la fonction publique le recensement imminent, administration par administration, pour pouvoir identifier et agir rapidement. Le deuxième levier, c'est de continuer à mesurer. Je sais que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations et des combats du Club 21e siècle. Vous avez raison. Je prends l'engagement que les testings puissent se poursuivre sur une base régulière et qu'on puisse comparer nos résultats année après année. J'indiquais à l'instant le travail qu'on menait avec l'université Eiffel. J'ai commandé une nouvelle étude au professeur Lorty qui est actuellement en cours de réalisation dans l'ensemble de nos administrations. Les résultats seront connus cet été et je prends l'engagement d'en faire un point de rendez-vous annuel pour qu'on puisse continuer à mesurer ce qui évolue. Donc on doit sanctionner, se donner les moyens de recenser et continuer à mesurer. Mais si je vous disais ça, je pense que je m'arrêterais un peu tôt dans le chemin qui doit être le nôtre vers ce combat qui nous réunit. Il faut absolument amplifier nos efforts de formation. Je conclurai par là, à la fin de mon propos, sur la bataille culturelle qu'on a à mener. Mais l'enjeu de formation, il est absolument essentiel et j'en ai fait un point central du plan que nous avons porté autour de la Première ministre qui nous a réunis récemment, de pouvoir mettre la question de la formation au centre et d'ouvrir un nouveau panel de formation. Il y a un nouveau marché interministériel qui est maintenant effectif, qui sera mis à disposition de l'ensemble des administrations pour que, au début de l'été, on puisse déployer 18 formations. Je ne vais pas vous mentionner les 18, mais elles sont très concrètes. Elles permettent d'appréhender l'ensemble des sujets. Elles sont relatives à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte contre la haine anti-LGBT, à la diversité, à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Pardon, mais j'élargis un tout petit peu le sujet et je veux les mentionner. Mais je crois que c'est en travaillant de façon très minutieuse, très concrète, en suivant le déploiement de ces plans de formation, en travaillant avec nos réseaux de référents pour l'égalité, qu'on va petit à petit gagner cette bataille pour qu'il n'y ait plus de barrières qui soient liées au physique, à l'origine, à l'orientation sexuelle, à la religion dans la fonction publique. Ça, c'est pour moi le premier étage de la fusée et le service minimum d'une certaine façon qu'on doit pouvoir engager. Le deuxième étage, c'est d'ouvrir les voies d'accès à la fonction publique et c'est de mener ce travail d'employeur public dans nos conditions de recrutement pour aller chercher tous les talents et ouvrir les barrières de la fonction publique. Là aussi, je veux commencer par la base, c'est-à-dire le travail qu'on doit pouvoir mener sur nos processus de recrutement, sur la question même des concours. J'ai engagé dans nos chantiers absolument prioritaires de l'année 2023 la mise à plat des questions d'accès et de recrutement à la fonction publique, la mise à plat des concours. Nous savons bien, et c'est issu des études qu'on peut mener sur la question, qu'il
des concours très académiques, très formalisés, recueillent un certain nombre de biais. C'est vrai pour les biais de genre, c'est vrai pour les biais aussi en matière de diversité sociale. Et donc la mise à plat des modes de recrutement, de pouvoir parfois recruter en partant davantage des compétences acquises que des compétences formelles qui peuvent être mesurées de façon extrêmement académique, sont un mode de diminution des biais et des discriminations d'accès à la fonction publique. Qu'on puisse travailler de façon extrêmement concrète sur la valorisation dans les modes de recrutement de l'apprentissage. C'est un sujet extrêmement concret, mais je crois que la bataille de l'apprentissage, c'est aussi une bataille d'ouverture et de diversification des profils qui rejoignent la fonction publique. On a franchi une étape culturelle sur l'apprentissage. Il y a 3 ans de ça, l'apprentissage dans la fonction publique, ça n'existait quasiment pas. On en est aujourd'hui à 15 000 apprentis pour la fonction publique d'État. Je veux que d'ici la fin du quinquennat, on puisse être autour de 30 000 apprentis pour notre fonction publique et en faire un mode de pré-recrutement. Aujourd'hui, vous êtes apprenti, vous venez de passer 2 années dans la fonction publique, par exemple avec un employeur public territorial, et à la fin, vous devez repasser un concours pour pouvoir être titularisé. Alors même que l'employeur a envie de vous recruter, je veux que ça soit des barrières qu'on puisse lever et qu'on puisse faire de l'apprentissage une modalité de pré-recrutement. Qu'on puisse travailler sur des questions aussi concrètes que les stages. Aujourd'hui, les modalités de rémunération des stages sont plafonnées dans la fonction publique. Comment est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un qui n'est pas parisien pour venir le faire bosser pendant 6 mois, lui donner accès, faire découvrir les métiers, si on est plafonné à 550 €? C'est une question sur laquelle on aura à réfléchir et je pousse des propositions qu'on puisse, au besoin, pouvoir déplafonner la question d'accès et des stages à la fonction publique. Je vous parle de choses très concrètes, mais je crois que c'est comme ça qu'on va aller gagner la bataille. Je disais aller chercher les meilleurs talents. Je vais vous dire un mot sur un dispositif formidable, d'autant plus formidable que ce n'est pas moi qui étais à l'initiative, c'était ma prédécesseur, qui s'appelle les concours et les prépas talents. Ça vous parle peut-être, ça vous parle peut-être pas. Les prépas talents, c'est un dispositif qu'on a mis en place dans le dernier quinquennat, où on a ouvert 2000 places de prépa avec des bourses, 4 000 € de bourse, un tutorat, l'accès à un logement, un coaching et à la fin des concours dédiés et des voies d'accès dédiées au réseau d'écoles de la haute fonction publique. Les prépas talents, c'est un truc formidable. Ça marche et les taux de réussite des élèves des prépas talents sont meilleurs que les taux de réussite classiques au concours de la fonction publique. Et ensuite, ils rejoignent les mêmes écoles et ils y réussissent même mieux. On est en train de suivre les cohortes qui sortent des prépas talents. Ça marche, mais ce n'est pas assez connu. Alors vous vous doutez bien que je n'allais pas louper l'occasion aujourd'hui de faire de vous des ambassadeurs des prépas talents. On a 2000 places ouvertes. Moi, je n'ai pas de problème de budget. J'ai financé mes 4 000 € par bourse pour les prépas talents. Mais le grand malheur de ça, c'est que j'ai que 1200 élèves simplement, dans les prépas talents. Il y en a à l'INSP, il y en a à Sciences Po, il y en a dans les IRA, il y en a dans des universités. Il y a 100 prépas talents en France, donc territoire métropolitain et ultramarin. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas avoir accès à une prépa talent. On est en train de nouer des nouveaux partenariats pour en ouvrir dans les plus grandes écoles françaises. Je le dis, j'aimerais bien ouvrir une prépa talent à Polytechnique. Ce n'est pas encore fait, mais ça fait partie des objectifs. Bah, si on fait ça, il faut qu'on fasse mieux connaître ces dispositifs. On a réuni tout le réseau des directrices et des directeurs d'université il y a quelques jours avec Sylvie Rotaillot pour mieux faire connaître, si vous me passez l'expression, mieux brancher les tuyaux partout pour que là aussi on fasse feu de tout bois et on aille chercher les meilleurs talents là où ils sont. Je crois que c'est un enjeu évidemment pour nous tous. On a globalement un enjeu de communication autour des métiers de la fonction publique. Le deuxième moment de publicité que je voulais vous faire, c'est qu'on va, le 4 mai prochain, monter un grand salon, un grand forum de l'emploi public. J'aimerais inviter à ce salon 4 mai, à la station F, tous les acteurs de la diversité, toutes les associations engagées, et bien sûr le Club 21e siècle est un invité de marque, mais je pense à, et je ne les citerai pas pour ne pas faire de jaloux, l'ensemble des acteurs engagés sur les questions de diversité. Et pour en faire un grand moment, ça sera 3 versants de la fonction publique, territoriale, hospitalière, d'État. Les employeurs publics seront là, 50 000 jobs ouverts. Et donc, il faut faire connaître cette initiative. Et ça sera pour moi un moment de cristallisation pour montrer aussi
à quel point la fonction publique est attrayante par les métiers qu'elle peut proposer, par la diversification des parcours qu'elle peut offrir et par la transformation qu'elle est en train d'opérer. Parce qu'on bouge, on bouge fort, et je crois qu'il faut mieux le faire connaître et mieux le faire savoir. Une fois qu'on aura réussi à recruter, il faut accompagner. Je vais faire court sur ce sujet-là parce que vous le connaissez par cœur, mais c'est le mentorat. Il faut qu'on mette évidemment le coup de booster et d'accélérateur sur le mentorat dans la fonction publique. Je n'ai que 2500 mentors dans la fonction publique. Je n'ose pas vous redire combien il y a d'agents simplement dans la fonction publique d'État. Donc c'est anecdotique aujourd'hui. Et donc on s'est fixé des objectifs, là aussi en se donnant des moyens avec l'ensemble des acteurs pour, dès cette année, tripler le nombre de mentors et de mentorés dans la fonction publique d'État, et on va réussir. On est en train de mieux valoriser le fait d'être mentor dans les parcours professionnels, dans les évaluations, d'améliorer aussi les conditions d'accompagnement, de libérer du temps, d'aller chercher les mentors là où ils sont, d'utiliser les dispositifs existants, révélateurs. Je le lis dans ma petite fiche, mais on en a parlé ensemble quand nous nous sommes vus, madame et mesdames les présidentes. Et donc, évidemment, c'est un boulot que je souhaite mener avec le Club 21e siècle. Et puisque je ne veux pas être trop long, je veux conclure sur l'élément que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la bataille culturelle qu'on doit mener. Parce qu'on doit prendre un certain nombre d'actions concrètes sur le recrutement, sur l'accès, sur la lutte contre les discriminations. Mais cette bataille-là, on la gagnera si on gagne la bataille culturelle. Et à ce titre, il faut qu'on puisse travailler sur nos réseaux. C'est une bonne occasion et je ferai là aussi feu de tout bois pour aller travailler les réseaux pour pouvoir ouvrir davantage la fonction publique. On a des initiatives existantes, je mentionnais talentueuses, des réseaux féminins aujourd'hui qui existent dans la fonction publique, dans la haute fonction publique, et qu'on doit pouvoir mieux ouvrir aux questions de diversité. Talentueuses, ce sont des promos de hautes fonctionnaires. On a ouvert là, il y a quelques mois maintenant, la 2e promotion de talentueuses. Ça marche là aussi formidablement. C'est encore un peu confidentiel, ce promo de 50 très hauts fonctionnaires qui offrent ensuite aussi des profils inspirants qui peuvent montrer des parcours réussis. L'enjeu qu'on a, c'est de mieux ouvrir talentueuses aux questions de diversité aussi pour que ça soit toute talentueuse, si je puis dire. Et donc, c'est le travail qu'on est en train de mener là aussi. La question de la labellisation, de pouvoir mesurer concrètement. On mène un travail avec les organismes labellisateurs. J'étais aux côtés de l'AFNOR il y a quelques jours. J'avais avec satisfaction le plaisir de faire le constat qu'un tiers des organismes labellisés aujourd'hui sont des organismes publics. Ça, c'est pas mal et ça me permet de frimer aujourd'hui devant vous. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas d'organismes, pas suffisamment d'organismes qui sont labellisés. Et donc, on s'est fixé un objectif clair, plus 50% d'entités et d'organismes d'employeurs publics labellisés sur le quinquennat, parce que là aussi, ce travail-là, ce n'est pas simplement un travail de cocher des cases dans des tableaux Excel, c'est un travail autour de la culture. Voilà les éléments très concrets que je voulais porter devant vous, en vous remerciant de votre engagement, en remerciant à nouveau le Club 21e siècle pour aujourd'hui, mais pour tous les autres jours, c'est-à-dire pour le travail qui est mené et qu'on va continuer à mener ensemble. Généralement, on conclut les grands discours par des grandes citations, mais en fait, je n'avais pas du tout envie de vous faire de grandes citations aujourd'hui. Et je crois que pour relever les défis qui sont devant nous, on a besoin plutôt de faiseux que de diseux. Et donc, les mots de conclusion que j'avais envie de prononcer, c'est plutôt au travail, et on continue, si vous en êtes d'accord, tous ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci d'avoir détaillé vos actions. Merci beaucoup. Et donc, vous voulez qu'il réponde à vos questions? Non? Avec plaisir. Moi, vous savez, je suis extrêmement docile. De toute façon, on prend l'apéro ensemble ce soir. J'ai le plaisir de penser qu'on prend l'apéro ensemble. Est-ce que vous avez des questions à poser, une ou deux, quand même, parce qu'après, il faut qu'on avance. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Et vous me faites réaliser, pardon, je suis vite bavard, mais voilà, que j'ai oublié de vous montrer ça, que je retrouve sur le pupitre. Ça, c'est un guide qu'on a
monté avec le collectif Mentorat pour appuyer le propos sur le mentorat. C'est un guide qui est extrêmement concret pour pouvoir mieux accompagner justement les mentors et les mentorés, leur donner les clés d'action et les outils. Et donc, je m'étais dit que j'allais profiter de toutes les bonnes occasions pour promouvoir les outils, les diffuser. Et donc, si on a l'occasion de diffuser cet excellent outil, voilà, faisons-le. Et comme ça, vous aurez une to-do bien chargée. Il faut parler donc des prépa talents, du guide mentorat, du salon le 4 mai. Et là, je crois que j'aurais été assez complet pour faire la pub de ce que j'étais venu vous raconter. Voilà, et je montre le guide à ceux qui suivent en streaming. Voilà, comme ça ils l'ont vu. 1 million de personnes touchées, c'est beau. Je vous dis ça ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour Merci votre beaucoup. visite.